Parfait. Bon, eh bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous pour participer à ce nouveau webinaire qui est organisé par My Medical Suitcase et santexpat.fr. Ce soir, nous traitons d'un sujet malheureusement encore trop peu abordé, voire tabou, le cancer de la prostate. Nous discuterons ensemble du dépistage, du suivi et des traitements, de l'aspect physique mais également psychologique. Au cours de ce webinaire, nous allons aborder plusieurs thématiques via les prises de parole de nos intervenants. Nous aurons dans un premier temps le témoignage d'un homme qui a été diagnostiqué et traité par le passé. Puis nous aborderons l'aspect médical, symptômes, diagnostic, traitement. Et enfin, les solutions et la couverture santé lorsque vous êtes à l'étranger. Pour vous, nous avons rassemblé 4 intervenants. Ils vont vous partager en direct, ici sur Zoom et sur Facebook Live, leur expérience et leur expertise, puis répondre à vos questions. Il s'agit donc de Patrick de Grémont et de sa fille Wendy, du docteur Emmanuel Gross, oncologue radiothérapeute, et de Raphaël Lebars, directeur distribution et partenariat chez santexpat.fr. Nous disposons d'une heure. Chaque intervenant prendra la parole, puis nous aurons une quinzaine de minutes pour la session de questions-réponses. Vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le chat prévu à cet effet sur Facebook Live ou sur Zoom, et nous y répondrons. Comme promis, nous allons débuter avec le témoignage de Patrick et de sa fille Wendy. Donc tout d'abord, merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous et d'avoir accepté de partager votre expérience, parce que ce n'est pas toujours évident. Donc Patrick, vous avez 62 ans, vous vivez en France, et Wendy, vous êtes sa fille et êtes basée à Londres. Donc je vais commencer avec vous, Patrick. Ma première question, c'est la suivante. Qu'est-ce qui vous a poussé à consulter la première fois? Est-ce que vous aviez des symptômes? Est-ce que c'était dans le cadre d'un dépistage? Alors absolument, bonjour à vous tous. Ça a été tout simple, en fin de compte, c'était à la suite de plusieurs examens sanguins auxquels le PSA augmentait légèrement. Donc on a suivi évidemment ce PSA. Il y a eu des petits symptômes aussi de petits problèmes urinaires. J'avais des petites difficultés qui était bien ultérieur au PSA quand ça a commencé à évoluer. Et donc, avec mon médecin traitant, tout simplement, on a commencé à regarder plus attentivement les analyses sanguines. Et puis, ces analyses sanguines ont progressé au fur et à mesure du temps. Et donc, ça nous a demandé à ce qu'on puisse voir avec des spécialistes par la suite pour voir l'évolution du PSA. Entre autres, avec donc des biopsies qui ont été faites, dont la première qui a été faite en 2009 n'a pas eu de trop de conséquences alarmantes. Et à la suite, on a commencé à regarder de plus en plus près. Et ça s'est avéré que, à la suite d'une deuxième biopsie qui a été faite en 99, bah là, il a fallu intervenir tout simplement. Ok. Et donc du coup, alors au niveau de l'intervention, comment ça s'est passé? Quelle a été la durée? Est-ce que ça a duré longtemps? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement le parcours de soins? Alors, le parcours de soins, pour moi, c'était relativement simple parce que j'ai pris la maladie un peu légèrement, si on veut. Ça, je l'ai pas ressenti proprement en ce qui me concerne. Je l'ai un peu survolé. Et donc j'ai été suivi évidemment par des professeurs qui, 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 qui m'ont demandé de passer régulièrement les voir, tous les 6 mois, entre autres. Et donc, quand on m'a diagnostiqué un cancer de la prostate à la deuxième biopsie, donc on a pris rendez-vous relativement rapidement dans le courant du mois de janvier des 6 mois qui ont suivi, des 3 mois qui ont suivi, je dirais même. Puis on a intervenu, donc il y a eu 3 questions qui m'ont été posées, de quelle manière je voulais être opéré. Et donc on a pris la partie la plus radicale, si on veut, c'est l'ablation de la prostate, qui s'est bien déroulée. Ok. Donc de ce que je comprends au niveau de l'état d'esprit, vous avez été plutôt, vous avez employé le terme léger. Je ne sais pas si, C'est voilà, ça. vous avez été tout de même
entouré? Parce que c'est vrai que l'aspect psychologique, il est quand même important à prendre en considération. Est-ce que vous en avez discuté avec votre famille dès le début? Est-ce que ça a été au fil du temps, auprès de proches? Comment ça s'est passé? Oui, absolument, parce que figurez-vous que le problème que j'avais avec les analyses sanguins qui ont commencé, j'ai quelques chiffres là, qui ont commencé à avoir un PSA supérieur à 2 dans les années 2005, si on veut, et dont l'évolution se faisait progressivement à la suite des analyses. J'ai emplafonné les CPSA au-dessus de 10 en 2014. Donc, pour moi, ça m'allait encore à peu près. Et ensuite, quand j'ai changé de médecin traitant, car mon médecin, qui était un ami à la fois, est parti en retraite, le médecin qui m'a suivi par la suite m'a demandé gentiment d'intervenir en ce qui me concerne, parce que je me sentais un peu en dehors de tout ça. Donc, il m'a dit, il faut prendre quand même, c'est une décision, si on veut, qui est assez importante maintenant. Et du coup, j'en ai parlé autour de moi. On était régulièrement, mon épouse était au courant des analyses de sang. C'est surtout elle qui ouvrait mes analyses de sang parce que j'avais toujours peur du résultat, qui n'allait pas en s'améliorant. Alors, donc, tout ça, j'étais un peu à l'écart de tout ça. Et puis, quand il a fallu intervenir rapidement, j'ai de l'écran. Quand il a fallu intervenir rapidement, dans les mois qui ont suivi, tout mon entourage, dont un de mes frères qui a le même problème, mon père qui malheureusement était parti il y a bien longtemps, mais qui avait le même problème, qui fait qu'il n'y a pas eu de tabou. Il n'y a pas eu de tabou, on a discuté, on a analysé, et puis à la suite de ça, quand il a fallu prendre la décision, ça a été relativement bien pris, et assez rapidement d'ailleurs. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, vous évoquez le fait que c'est une maladie que vous connaissiez déjà de par votre père. Votre frère, visiblement, on a déjà échangé au préalable. Vous nous aviez dit que lui, c'est un peu plus tard, en fait. C'est a posteriori qu'il vous en a parlé. Absolument. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que, étant donné que j'ai plusieurs maintenant, pas expérience, mais témoignages, mon frère qui a été opéré pour la même raison, n'en parlait pas plus que ça. Donc peut-être par une gêne, si on veut, qui est typique masculin. Et une fois, sachant que j'avais à peu près le même problème, il s'est quand même un petit peu ouvert d'esprit. Et on a pu en parler régulièrement. Alors moi, qui est du dialogue relativement plus facile et confortable au sujet, eh ben, j'en parle régulièrement autour de moi. Alors, il faut savoir, c'est que mon père a eu des problèmes de prostatique avec ses PSA. Il n'a pas été opéré du tout parce qu'il est parti avant pour autre chose. Mais j'hésite pas à en parler autour de moi, sachant que si jamais vous avez des parents sujets, du moins un papa sujet à ce problème, ne pas hésiter d'en parler avec son médecin traitant, qui est maintenant, je pense que maintenant c'est rentré un peu dans les mœurs à force d'en parler. Le, le- ce qu'il faut, c'est pas en avoir peur, tout simplement. Alors justement, Wendy, donc, qui est votre fille, qui est là également aujourd'hui, je crois que c'est justement, au-delà du témoignage, là, elle va nous dire un petit peu comment elle l'a vécu, mais également, c'est un des messages principaux qu'elle souhaite véhiculer, justement, c'est d'en parler. C'est ça, c'est tout à fait une bonne ambassadrice, je dirais. C'est ça. Et pour rebondir déjà, je voudrais rebondir sur ce que mon père disait, que lui a pris un peu à la légère, on va dire. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de discussions avec mon père parce que moi, cette période, c'était vraiment la plus... Je suis fille unique, donc vraiment, c'était mon pire cauchemar qui arrivait. Et en fait, on a parlé avec mon père qui me disait, enfin, je vois que tu es inquiète, mais moi, ça va super. J'ai rien du tout, je ressens rien, ben, tout va bien, quoi. Et en fait, c'est vrai que c'est surtout quand cette maladie touche, c'est surtout comme les proches qui vivent, enfin en tout cas moi je vivais comme il dit quoi, l'ouverture des lettres, tout ça, moi c'était vraiment l'angoisse, etc. Et aussi j'ai pas hésité typiquement il n'y a pas de tabou, un jour mon père avait rendez-vous chez l'urologue, j'étais là, il m'a demandé de l'accompagner, bon bah voilà, j'y suis allée, j'ai entendu des choses intimes et en même temps
il faut savoir prendre le recul et se dire on est là, c'est médical, c'est pour une raison qui est pour moi pas légère mais grave. Et voilà, et quand la question a été de savoir comment il faut que ce soit pris en charge, moi je disais à mon père, il n'y a pas 15 000 chemins, il faut retirer, voilà, comme c'était un stade quand même un peu avancé, il faut retirer et c'est fini, quoi. Donc voilà, c'était assez... pour moi, c'était en tout cas plus important et du coup, effectivement, j'hésite pas à en parler à mes amis masculins. Comme je disais, les filles, on va chez la gynécologue depuis toute jeune, mais les hommes ont pas ou rigolent de ce sujet-là alors que c'est quand même hyper sensible. Donc, j'en parle autour de moi à mes amis masculins. Ok. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à passer avant que on passe à la deuxième phase du webinaire. Voilà. Alors, oui, mon témoignage et mon expérience maintenant de ce petit problème de parcours, hein, je dirais qu'il faut prendre un peu comme ça. C'est au niveau des interventions, maintenant, c'est de ne pas attendre d'avoir une prostate avec un PSA de 15, hein, pour les initiés qui savent ce que ça veut dire. Et puis, de ne pas attendre d'avoir une prostate qui soit très, très importante. Moi, elle faisait pratiquement 180 grammes, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est d'intervenir, je ne dirais pas le plus tôt possible, mais d'intervenir dans les premiers temps. Ça, c'est bien, car obligatoirement, les séquelles seront moins importantes. Et ça, voilà, quoi. C'est d'en parler suffisamment ouvertement avec son chirurgien et de voir à quel moment c'est le plus propice. En ce qui me concerne, moi, mon âge était relativement jeune. Souvent, ce problème-là se pose à des gens qui sont quand même beaucoup plus âgés, au-delà de 70 ans. Donc, voilà, ne pas hésiter à intervenir quand il faut intervenir. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, très bien. Écoutez, merci beaucoup vraiment à tous les deux pour ce témoignage. Et on va maintenant passer donc, à la deuxième partie du webinaire. Donc, je vais passer à présent la parole au docteur Emmanuel Gross, qui va nous présenter et nous dérouler ce qu'il a préparé pour nous. Merci. Merci à vous deux. Bonsoir à tous, je suis le docteur Emmanuel Gross, je suis oncologue radiothérapeute spécialisé en urologie. Je travaille à Marseille, en France, à la clinique Clerval. Et j'aimerais bien avoir accès au PowerPoint, s'il vous plaît. Tac, tac. Voilà. Oui, si vous m'entendez, je n'ai pas accès au PowerPoint, il m'a été retiré. Oui, je pense que ça va revenir. C'était pendant le témoignage que Pour le expliquer PowerPoint un a petit été peu, enlevé. alors, comme vous avez bien entendu, le cancer de prostate, c'est quelque chose dont il faut parler parce que c'est une maladie extrêmement fréquente. Et sur mon intervention, je vais essayer un peu de balayer les différentes parties, les différents aspects, le parcours de soins, en expliquant un peu l'épidémiologie, le dépistage, comment on fait un diagnostic, quels sont les différents stades en restant plutôt concentré sur le stade localisé, d'expliquer un peu les différents traitements, comment ça se passe et de faire un petit retour ensuite sur le suivi de ce type de maladie. Je suis toujours en attente de la suite. Alors, hop. Est-ce que vous voyez ma présentation? Pas du tout. Oui. Bon, moi, pas du tout. Enfin, Non, pas encore. Non, on vous voit vous, mais on ne voit pas la présentation pour l'instant. Ah, non, on vous voit vous, oui. Alors, je vais essayer de la régler. Alors, si vous voulez, je peux essayer. Ah, ben voilà, ça y est. On y est. Bon, alors, hop là. Alors, ça va arriver. Voilà. Alors, on va d'abord parler d'un peu d'épidémiologie. En 2020, le cancer de prostate, c'est 60 000 cas en France. L'incidence est de 300 pour 100 000 entre 60 et 70 ans, 500 pour 100 000 après 70 ans et 75% des patients ont plus de 70 ans. La
mortalité liée au cancer de prostate est relativement stable. On est à 8 000 à 10 000 décès par an en France chaque année. Et vous vous rendez compte donc de l'extrême fréquence de cette maladie, vu que c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Si on fait un peu d'histoire naturelle du cancer de prostate, il faut savoir que c'est souvent un cancer qui apparaît au fur et à mesure des années. On va dire que c'est assez long le chemin pour arriver au cancer de prostate et surtout que son histoire est relativement longue. En règle générale, il peut y avoir des prédispositions génétiques. On se retrouve avec des cellules de cancer de prostate qui vont présenter des mutations au contact de facteurs environnementaux. Et la maladie évolue en général relativement lentement et c'est là qu'il faudrait qu'on arrive à intervenir parce que c'est là où elle est le plus souvent localisée, c'est-à-dire sans extension, sans métastase. On arrive à la découvrir grâce au dépistage ou à des signes cliniques. Si on ne fait rien, on va avoir au fur et à mesure des années ces cellules cancéreuses qui vont se modifier, devenir qui sont d'abord hormonosensibles, puis hormonorésistantes. Et dans la situation de hormonorésistance qui s'appelle maintenant la résistance à la castration, on a un décès, 1-2 ans, c'est plutôt 3 ans aujourd'hui. Il faut savoir que la très grande majorité des cancers de prostate sont diagnostiqués à un stade localisé grâce justement aux signes cliniques urologiques et au dépistage, mais on a quand même 10 000 malades qui sont diagnostiqués au stade métastatique qui, quoi qu'il arrive, ne sera jamais curatif, c'est-à-dire qu'on peut avoir de multiples traitements pour maintenir la maladie avec d'énormes progrès qui ont été faits récemment, mais on n'aura jamais cette notion de curabilité contrairement au stade localisé. Le diagnostic, pour faire simple, il y a 2 grandes façons d'arriver au diagnostic, soit via le dépistage, avec l'histoire qui vient de nous être racontée, on se rend compte que ça peut être ça, ou bien des signes cliniques. Les signes cliniques qui sont liés à la localisation de la prostate, donc la prostate est située sous la vessie chez l'homme, et c'est souvent des signes cliniques en rapport avec cette localisation qui peuvent amener au diagnostic du cancer de prostate. Donc, quels sont ces signes cliniques? Ça peut être des troubles mictionnels. La dysurie, c'est quand le jet urinaire est moins bon. La polachiurie, c'est une fréquence urinaire plus importante que d'habitude. L'impériosité, qui consiste à aller de façon rapide aux toilettes avec la sensation d'avoir de l'incontinence si on n'y va pas rapidement. Il peut y avoir aussi des saignements, une hématurie, des troubles de l'érection quand on a un envahissement des nerfs ou bien des vésicules séminales avec des troubles de l'éjaculation, voire de l'hémospermie, à savoir du sang dans le sperme, ou bien des douleurs périnéales quand la maladie peut être avancée. Il faut savoir quand même, pour ne pas faire peur à tout le monde, que la majorité de ces signes urologiques sont aussi les mêmes que les signes de l'adénome de prostate, qui est encore plus fréquent et extrêmement bénin, et qui est presque parfois l'évolution naturelle de la prostate chez les hommes qui avancent dans les années. Donc, ils ne sont pas spécifiques du cancer de prostate, mais ce sont des symptômes qui doivent amener à consulter. Le dépistage. Alors, le dépistage, c'est beaucoup plus compliqué que ce qui n'y paraît, parce que les sociétés savantes ne sont pas complètement, formellement toutes d'accord sur l'intérêt du dépistage. Il faut savoir, et là je vous ai mis donc des recommandations de la Société européenne d'urologie, que le diagnostic précoce doit être expliqué avec la balance bénéfice-risque. Ça veut dire quoi la balance bénéfice-risque? Ça veut dire que possiblement nous allons avoir un gain sur la mortalité du cancer de prostate parce que vous allez le découvrir à un stade localisé. Mais il y a par contre un risque de surdiagnostic. Le surdiagnostic, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous savons qu'il y a certains cancers de prostate qui évoluent extrêmement lentement. Je prends souvent cet exemple. Si on faisait des biopsies de prostate à tous les hommes de 100 ans, on tomberait sur 100% de cancer de prostate. Ce n'est pas pour autant que les hommes vont mourir du cancer de prostate. Donc, si vous voulez, c'est difficile parfois de faire le différentiel entre celui qui va évoluer et celui qui ne va pas évoluer. Et forcément, si vous faites du surdiagnostic de cancer de prostate qui n'évolue pas avec des traitements qui, eux, ont des conséquences fonctionnelles. Donc, il faut vraiment que le médecin qui fait le dépistage explique à son patient le but, gagner en mortalité, le risque, faire du surdiagnostic. Pas avant 50 ans, sauf si on a des facteurs d'hérédité particuliers, c'est-à-dire des histoires familiales de cancer de prostate,
une notion aussi ethnique, parce qu'on sait que les Afro-Américains développent parfois des cancers plus agressifs, ou bien des notions de mutation, la mutation BRCA, qui est une mutation qui expose chez les hommes à un risque de cancer de prostate plus agressif et plus jeune. Le cancer de l'EPSA doit être fait en dehors de ces critères-là tous les 2 ans. On arrête le dosage au-delà de 75 ans parce qu'on n'a pas de preuve de l'intérêt de le faire. Et le dépistage se fait sur le PSA, mais aussi sur le toucher rectal. C'est-à-dire qu'il faut examiner les malades. On peut parfois avoir un PSA bas et un cancer de prostate. En examinant la prostate, vous allez sentir une prostate un peu pierreuse à un endroit et pas souple. Ce n'est pas la grosseur qui fait le cancer, c'est plutôt le côté pierreux qui va indiquer les biopsies de prostate qui permettent le diagnostic. Alors souvent la question c'est est-ce que c'est héréditaire, est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Donc les familles à facteurs de risque à BRCA c'est extrêmement rare, moins de 5%, j'ai plutôt autour de 1%. Le premier facteur de risque pour développer un cancer de prostate, c'est l'âge. Le cancer de prostate n'existe pas à 30 ans, est rarissime à 40 ans et ça augmente au fur et à mesure des années. Il y a un rôle potentiel favorisant des régimes en graisse, comme je vous l'ai dit, de l'ethnie, voire de la prise d'androgène ou de testostérone, mais sans que ce soit vraiment prouvé. Et en dehors, au niveau génétique, des familles BRCA où on a vraiment identifié une anomalie génétique, on a ce qu'on appelle les cas familiaux. Vous entendez, sans qu'il y ait d'anomalies génétiques retrouvées, des familles où vous avez 2, 3, 4 personnes qui ont eu un cancer de prostate. Là, par contre, il faut faire effectivement un dépistage aussi un peu plus précoce et un dépistage qu'on appelle personnel et pas organisé. Alors, comment on fait un diagnostic? Ce n'est pas le PSA qui fait le diagnostic. Le PSA, qui est donc la prise de sang qui permet d'évaluer le PSA, c'est sécrété par la prostate physiologique. C'est quand il y a une sursécrétion de ce PSA que ça peut être un signe de cancer. Donc, comment on fait le diagnostic? On fait le diagnostic via des biopsies éco-guidées par voie endorectale. Vous allez mettre un échographe par voie endorectale et vous allez faire une sorte de cartographie de prostate, c'est-à-dire que vous allez faire des biopsies dans différents endroits de la prostate. De façon standard, on dit qu'on divise la prostate en 6 sextants, base, lobe médian et apex, à droite et à gauche. On fait 2 biopsies dans chaque sextant, ce qui nous permet d'avoir une analyse de ces prélèvements. Et c'est à partir de cette analyse que l'on va dire vous avez un cancer de prostate et on va pouvoir aussi établir l'agressivité de ce cancer parce qu'on va donner un score anatomopathologique qu'on peut appeler le score ISUP ou le score de Gleason qui va, via une échelle, nous donner son agressivité. Alors, quand est-ce qu'on fait les biopsies? Je vous l'ai dit, PSA élevé, anomalie au toucher rectal ou bien anomalie à l'IRM de prostate, qui est un examen que l'on peut faire aussi de plus en plus fréquemment et qui est extrêmement utile car on va avoir des anomalies radiologiques qui vont nous pousser à faire des biopsies. On va dire que ça rentre de plus en plus dans les pratiques des médecins traitants. Le problème, c'est l'accès à l'IRM. Évidemment, si dès que vous avez un PSA un peu élevé, on fait une IRM, on risque d'avoir des difficultés d'accès, mais c'est en tout cas quelque chose qui peut nous inciter, en cas d'anomalie, à aller faire une biopsie. Quand on a fait ce diagnostic histologique, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, l'urologue vous reçoit en consultation, dit voilà, on a trouvé un cancer de prostate et il peut vous proposer ce qu'on appelle le bilan d'extension. Alors, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. Quand on a un tout petit cancer de prostate, on a un risque de faire des métastases, c'est-à-dire que les cellules partent ailleurs qui est extrêmement faible. Donc, ce n'est pas dans tous les cas de figure qu'on va proposer un bilan d'extension. Mais dans les cas, on va dire, de cancer de prostate de risque intermédiaire et fort, localisé, il faut le faire. Qu'est-ce qu'on peut proposer? L'IRM pelvienne peut être proposé au dépistage et doit être proposé dans le bilan d'extension parce que ça va nous permettre d'avoir l'extension loco-régionale de la prostate, du cancer de prostate. Est-ce que ça sort de la prostate? Est-ce que ça envahit les vésicules séminales? Est-ce que ça envahit les bandelettes en avant? Le scanner thoraco-héminopelvien va permettre de voir corps entier s'il y a des cellules au niveau viscéral, le foie, le poumon et surtout les ganglions. La scintigraphie osseuse va voir s'il y a des lésions au niveau des os. Et dans certaines situations, on a maintenant des nouveaux examens qu'on appelle des examens d'imagerie métabolique, à savoir le TEP scanner à la choline ou bien le TEP scanner au PSMA. Le bilan d'extension est normalement prescrit par votre urologue au moment du diagnostic pour pouvoir être certain de dire qu'il s'agit bien d'une maladie localisée. Quand on a des métastases pour le cancer de prostate, il y a 4 sites métastatiques qui sont les plus fréquents. Le plus fréquent, le plus connu, c'est l'os.
Il y a une affinité pour les cellules du cancer de prostate pour aller dans les os, d'où la scintigraphie osseuse. Les ganglions, c'est aussi un site fréquemment atteint quand il y a des métastases. C'est le scanner et l'IRM qui vont le voir. Et parfois, on peut avoir aussi d'atteinte hépatique et pulmonaire, même si c'est quand même beaucoup plus rare et dans des maladies plus agressives. Je vous ai mis 2 petits exemples. À droite, c'est un exemple d'imagerie métabolique avec une métastase de l'apophyse transverse d'une vertèbre. Vous avez un TEP scan, vous avez la vertèbre et ça va fixer, vous allez avoir un flash sur la zone qui est malade. Et vous avez une anomalie IRM, vous avez la grosse tache noire, que je ne sais pas si vous la voyez, un peu en avant, qui est le liposignal qui permet de voir qu'il y a un cancer de prostate sur cette IRM. À partir de là, vous avez donc un diagnostic, vous avez eu des biopsies positives, vous avez fait votre bilan d'extension et je vais vous parler de la classification. Je vais mettre à part la situation où vous avez des métastases, vu qu'on ne va pas le traiter, c'est vraiment une entité à part. Et on va dire que vous n'avez pas de métastases, vous êtes donc, comme la très grande majorité des patients, dans une situation de cancer de prostate localisé, à partir duquel le traitement que l'on va proposer, c'est un traitement curateur. Dans cette classification simplifiée, vous classez le cancer en risque faible, en risque intermédiaire et en risque fort. Le risque intermédiaire et le risque fort doivent être traités si vous avez une espérance de vie supérieure à 10 ans par ailleurs. Et le risque faible peut être traité ou pas en fonction des critères de la biopsie et du PSA. S'il n'est pas traité, il faut faire ce qu'on appelle une surveillance active et je vais un peu vous l'expliquer par la suite. Donc voilà le tableau des traitements que l'on peut proposer. Risque faible, surveillance active, chirurgie, radiothérapie ou les traitements focaux. On va y revenir. Le risque intermédiaire, la chirurgie, la radiothérapie ou la radio-hormonothérapie. Le risque fort, la chirurgie ou la radio-hormonothérapie. Pour faire simple, le risque faible, quand on propose une surveillance active, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, ça veut dire qu'on vérifie juste que le cancer n'évolue pas sous une forme plus agressive pour éviter les traitements qui, eux, peuvent entraîner des comorbidités. C'est-à-dire qu'on va vous diagnostiquer un petit cancer de prostate, on va vous dire, écoutez, il y a peu de chances qu'il évolue, donc il faudra refaire des biopsies l'année prochaine, faire un PSA, une IRM et un toucher rectal. Et à partir de là, la fréquence de surveillance est évaluée par l'urologue. On évite les traitements, même si on sait qu'il y a quand même des risques qu'à terme il évolue et qu'on soit obligé d'aller vers la chirurgie ou la radiothérapie. La chirurgie et la radiothérapie sont des traitements locaux, radicaux, c'est-à-dire que l'on va soit enlever l'organe malade qui est la prostate, soit le détruire par des rayonnements ionisants. Les traitements focaux, je l'ai mis en dernier parce qu'on va dire que le niveau de validation scientifique est un peu plus faible. Il s'agit de traitements uniquement de la zone malade dans la prostate et ce n'est pas quelque chose qui est fait de façon standard en routine. Le risque intermédiaire, donc on a donc là une maladie qui a risque d'évoluer sous la forme de métastase, donc on peut proposer une opération avec l'objectif de guérison immédiat. La radiothérapie, on rentrera dans les détails, ou la radiothérapie avec 6 mois d'hormonothérapie. Là aussi, j'expliquerai ce que c'est l'hormonothérapie. Le risque fort, on peut aussi enlever la prostate, mais là, le chirurgien doit expliquer qu'il y a un risque après l'opération que le PSA soit toujours dosable. Normalement, après une chirurgie, le PSA doit être indosable. Et si le PSA redevient dosable, il faut à ce moment-là proposer un traitement de rattrapage associant rayon et hormonothérapie. On va dire que ce risque de traitement de rattrapage est plus important chez le risque fort. C'est pour ça que le chirurgien doit le préciser. Et la radio-hormonothérapie qui peut aussi être proposée, qui est une hormonothérapie qui est plutôt longue. Longue, ça veut dire qu'il doit durer entre 18 et 36 mois associée à la radiothérapie. Quand je vous montre tous ces traitements, vous allez dire, mais oh là là, c'est très compliqué, c'est un peu le foutoir, comment on fait pour choisir? Eh bien, on est aujourd'hui dans des situations où les traitements sont équivalents. C'est-à-dire que le chirurgien, quand il fait le diagnostic de cancer de prostate, doit dire qu'on peut faire ça. Si on peut faire ça, ça veut dire qu'on a une non-infériorité des traitements ou une équivalence d'efficacité. Il y a des modalités qui sont différentes, des toxicités qui sont différentes, mais la modalité, mais normalement, on peut proposer ces différents traitements sans qu'il y ait un supérieur à l'autre en termes de survie. La chirurgie. Alors, je ne suis pas chirurgien, mais je vais quand même un peu vous expliquer comment ça marche. Donc, le but, c'est d'enlever la prostate et ensuite de faire une anastomose entre la vessie et l'urètre qui est en dessous, le tuyau qui permet après d'aller uriner. Elle se pratique donc par voie cœlioscopique ou robot assisté. C'est
on va dire en dehors de cas particuliers, la technique la plus employée. Et parfois, dans les risques plus élevés, on fait une ablation du premier relais ganglionnaire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de métastase au niveau du ganglion. Il faut savoir qu'en fonction des critères post-opératoires, c'est-à-dire que quand le chirurgien va enlever la prostate, on ne va pas l'acheter, hein, on va la faire analyser. Et donc, la personne, l'anatomopathologiste, qui est un médecin, va ancrer la prostate, il va mettre de l'encre un peu partout, et il va la couper en morceaux pour regarder s'il y a du cancer sur la zone de l'encre qui supposerait que potentiellement il peut y en avoir encore dans la zone opératoire. Il va donner le score d'agressivité exact de la maladie et en fonction de ce résultat-là, l'urologue qui va vous recevoir va vous dire, bon, ben, écoutez, il n'y a aucun facteur péjoratif, donc normalement ça ira bien, ou bien il y a un risque que peut-être on soit obligé de faire des rayons ou de l'hormonothérapie après. Au cas par cas, il peut y avoir aussi une préservation des bandelettes vasculo-nerveuses. Ça, c'est pour un objectif d'essayer de conserver l'érection, parce que quand même, la première des fonctions de la prostate, c'est l'érection et l'éjaculation via les canaux déférents des vésicules séminales. Donc, on peut aussi essayer de préserver les bandelettes, c'est-à-dire de couper la prostata ras en avant pour pouvoir permettre aux hommes d'avoir des érections par la suite. Les bandelettes peuvent être préservées de façon unie ou bilatérale. La radiothérapie. Donc, qu'est-ce que c'est que le principe de la radiothérapie? C'est de délivrer une dose de rayonnement ionisant quotidienne pour détruire la prostate. En général, le patient est dans un système de contention, ou en tout cas, on fait en sorte qu'il soit dans une position reproductible tous les jours. On fait entre 20 et 40 séances de radiothérapie. C'est le radiothérapeute qui décide le nombre de séances et la dose par séance en fonction du stade initial du cancer de prostate. Chaque séance dure 10 minutes, c'est assez rapide. Il y en a une par jour, pas le week-end. Avant de commencer, on fait toujours ce qu'on appelle un scanner de préparation, un scanner dosimétrique. C'est un scanner où on fait des points de tatouage pour repérer la zone prostatique. C'est un scanner où il n'y a pas de résultat, pas de compte-rendu, pas d'injection. Et c'est un scanner de préparation au traitement. Ça va permettre au radiothérapeute de déterminer la zone qu'il veut traiter, les zones qu'il veut éviter. Vous avez sur le deuxième coupe de scanner juste à côté du monsieur dans le moyen de contention, en bleu la prostate, en vert le rectum et en jaune la vessie. Vous voyez donc que ces organes sont complètement intriqués. Et le radiothérapeute détermine donc tous les volumes, les zones à éviter et les zones à traiter. À partir de là, vous allez avoir un plan de traitement qui va être proposé par l'unité de physique, une multiplicité de faisceaux qui va concentrer la dose sur la prostate et essayer d'éviter au maximum le rectum et la vessie, tout en sachant que nous avons des contraintes de dose que nous connaissons pour valider les traitements. Et vous avez, donc ça c'est la troisième diapositive, la troisième image où vous voyez donc les différents faisceaux de traitement, et vous avez un appareil Trobim à droite, un appareil de radiothérapie. On peut avoir aussi de la radiothérapie continue en arc pendant que le bras articulé avec l'accélérateur de particules délivre des rayonnements ionisants. Pourquoi est-ce qu'on fractionne autant le traitement? Parce qu'en faisant des séances répétées comme ça quotidiennes, on évite au maximum les effets secondaires tardifs sur le rectum et la vessie. Il faut savoir que de façon paradoxale, les cellules cancéreuses sont plus fragiles que les autres. C'est-à-dire que les rayonnements ionisants vont entraîner une irritation des cellules saines qui vont cicatriser par la suite et une destruction des cellules tumorales. Donc, chaque jour, vous allez avoir un pourcentage de cellules tumorales qui va être détruit pour arriver à la fin, on l'espère, à la destruction complète du cancer de prostate. Le radiothérapeute voit le patient toutes les semaines en consultation, tous les lundis, tous les mardis, comme vous voulez, une fois par semaine, et il va déterminer avec son patient s'il y a des effets secondaires aigus liés à l'irritation du rectum et de la vessie. Au début, il ne se passe jamais rien, et à la fin, assez fréquemment, on urine un peu plus, on va à la selle un peu plus, avec parfois une modification des glaires ou des gaz. Alors, l'hormonothérapie. Je vous l'ai montré, ça fait partie de l'arsenal de traitement du cancer de prostate. Il s'agit en fait d'un blocage de la testostérone. La testostérone, c'est l'essence du cancer de prostate. J'utilise souvent cette image en consultation. C'est comme si le cancer était une voiture qui avance et en enlevant la testostérone, la voiture s'arrête. Il n'y a plus d'essence. Ça ne guérit pas, ça stoppe la maladie. On fonctionne via des injections mensuelles, trimestrielles ou semestrielles de produits qui s'appellent les analogues de la LHRH ou les antagonistes de la LHRH.
Le fonctionnement de ces injections, c'est une sorte de castration. Ça sature les récepteurs LH de l'hypophyse et il n'y aura donc plus de sécrétion de testostérone. On a montré que la radiothérapie était plus efficace sur les cellules tumorales quand il n'y avait pas de sécrétion de testostérone et quand on était en situation de castration. Cette hormonothérapie, en fonction du stade du cancer de prostate, peut être prescrite pour 6 mois jusqu'à 3 ans. C'est le radiothérapeute et l'urologue qui vont décider ensemble en fonction du stade de la maladie. Et elle n'est pas obligatoire, elle se fait dans certains stades uniquement. Alors maintenant, on va balayer les effets secondaires. Il ne faut pas s'affoler. Je n'ai pas été complètement exhaustif, mais j'ai parlé des effets secondaires en faisant un petit tableau des différents traitements et en évoquant ensemble les différents effets secondaires que l'on peut avoir. Alors, la chirurgie, pendant le traitement, le risque est principalement anesthésique ou chirurgical. Et par contre, à long terme, le principal risque et le plus connu, c'est le risque d'incontinence. Ce risque d'incontinence urinaire est proportionnel à l'âge du patient, ça a été prouvé. C'est pour ça qu'on a tendance à orienter le choix du traitement en fonction de l'âge. Sur une maladie localisée, on a peut-être tendance à privilégier la chirurgie à 50-60 ans et la radiothérapie à 75-80 ans. On a des troubles de l'érection, de par la nature même de l'ablation de l'organe qui permet l'érection, et on a des problèmes d'éjaculation, forcément, vu qu'on a enlevé les vésicules séminales. La radiothérapie, c'est ces petits problèmes irritatifs dont je vous ai parlé. Au niveau urinaire, vous allez avoir pendant les rayons une envie d'uriner un peu plus fréquente. Si on ne se lève pas la nuit, on risque de se lever 1 ou 2 fois la nuit. On peut avoir des petits blocages urinaires. Alors, ce n'est pas des blocages, c'est plutôt une sensation de mal vidanger ou un jet qui est moins bon, principalement aussi la nuit. Au niveau des selles, de par l'irritation de la paroi antérieure du rectum, on peut avoir un peu de diarrhée, de glaire, de gaz, une modification du transit. Et le radiothérapeute, pendant les séances de radiothérapie, vous donnera des conseils de régime notamment, ou bien même, si besoin, de traitement de la diarrhée, smecta, imodium, des choses extrêmement simples pour arriver au bout. Ces effets secondaires n'apparaissent jamais au début, mais plutôt à la fin et juste après la fin des séances de radiothérapie, parce que l'effet biologique des rayonnements ionisants se poursuit après la dernière séance. Quelles sont les séquelles potentielles? Alors, autant la chirurgie, c'est l'incontinence, autant la radiothérapie, c'est beaucoup plus rare l'incontinence, c'est plutôt la polachyurie. La polachyurie, c'est l'envie d'uriner plus fréquemment après qu'avant. Les troubles de l'érection et de l'éjaculation sont aussi présents avec la radiothérapie. Il ne faut pas choisir la radiothérapie en disant qu'il n'y en aura pas ces troubles-là, ce n'est pas vrai. Ils sont peut-être décalés dans le temps, mais ils apparaissent eux aussi. Et de par l'histoire de l'irradiation légère de la paroi antérieure du rectum, on peut avoir des modifications du transit. Les effets secondaires de l'hormonothérapie. L'hormonothérapie entraîne les mêmes effets que les ménopauses chez les dames. C'est-à-dire qu'on va avoir une andropause, une castration, on va avoir les mêmes effets. Souvent, les dames disent voilà, tu vas avoir les mêmes effets que moi quand j'arrive en ménopause, c'est-à-dire des bouffées de chaleur, un peu de fatigue musculaire ou ostéo-articulaire, une chute de la libido, des troubles de l'humeur, tous les effets que les dames décrivent pendant les périodes de ménopause. Il peut aussi y avoir un risque cardiovasculaire légèrement augmenté de par cette hypotestostéronémie. C'est pour ça qu'il est quand même recommandé à la fois de voir un cardiologue durant la phase d'hormonothérapie et aussi éventuellement de faire une ostéodensitométrie pour ne pas aller vers de l'ostéoporose comme les dames en ménopause. Quand on arrête l'hormonothérapie, la testostérone remontera. Les bouffées de chaleur vont disparaître, la fatigue musculaire sera plus longue à faire disparaître, mais si on fait du sport, ça reviendra. La libido reviendra, les troubles de l'humeur aussi, mais parfois, on peut garder quand même les kilos que l'on a pris pendant l'hormonothérapie malgré le régime. Et si on n'est pas actif, on peut avoir effectivement des séquelles un peu musculaires de cette hormonothérapie. Alors, j'ai passé une question disant, mais qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qui est le plus choisi? La proposition des différents traitements doit être faite par l'urologue en fonction du stade. Dans ma pratique, très souvent, je vois les patients après l'urologue pour expliquer ma discipline qui est la radiothérapie et le patient, on lui laisse 10-15 jours de réflexion avant de choisir les techniques. Chaque dossier, chaque patient est discuté dans ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire, c'est-à-dire que les différents praticiens se rassemblent et discutent du dossier. On propose la meilleure stratégie thérapeutique
Il faut savoir que c'est quelque chose qui est obligatoire, adapté, elle est adaptée à chaque patient et ça permet parfois au patient de choisir ou d'aiguiller son traitement, sauf s'il a vraiment une préférence au départ. La surveillance, quand on a fait tous ces traitements, la surveillance, c'est un peu comme le dépistage, c'est quand même à base du PSA. On a la chance d'avoir ce marqueur dans le cancer de prostate, qui n'est pas le cas dans d'autres cancers. C'est vraiment le marqueur le plus fiable qui existe en cancérologie. Il doit être fait de façon semestrielle. Les seuils de récidive sont différents selon la technique de traitement. Quand vous avez été opéré, normalement, il n'y a plus de cellules prostatiques. Le PSA doit être à 0. Quand vous avez une radiothérapie, le PSA diminue progressivement et de façon durable sans jamais atteindre 0 parce que votre prostate, même si elle est moins fonctionnelle ou non fonctionnelle, elle est toujours là. Donc, en général, on arrive à un taux nadir, c'est-à-dire un taux de PSA le plus bas à 18 mois, 24 mois, 10 mois, ça dépend des malades. Et après, on suit la cinétique de ce PSA, c'est-à-dire s'il remonte, à combien il remonte et à quelle vitesse il remonte. Donc, il faut bien savoir que la valeur de PSA quand on a été traité, il ne faut pas se fier à la valeur du laboratoire, qui est en général de 4. Il faut se fier à l'expertise du praticien que vous allez voir au cours de la surveillance. Le principe de la surveillance, c'est aussi de dépister, de traiter d'éventuelles séquelles des traitements. Si on vous opère et que vous avez une incontinence urinaire, eh bien, l'urologue va vous voir, va suivre la kinésithérapie pour essayer de diminuer cette incontinence, éventuellement proposer une opération, éventuellement proposer quelque chose qui va permettre d'améliorer la morbidité liée au traitement. Idem, le radiothérapeute, si vous avez été irradié, va peut-être vous suivre si vous avez des petits saignements au niveau des selles liées à cette irritation, proposer du laser argon, quelque chose qui va diminuer cette irritation, voire même dans des cas extrêmes du caisson hyperbare. Donc, cette surveillance est importante à la fois pour suivre le dossier d'un point de vue oncologique et aussi pour dépister et traiter les séquelles des traitements. Voilà, j'en ai fait le tour. Je vous remercie pour votre attention et je suis à disposition pour d'éventuelles questions si vous en avez. Merci beaucoup, Dr Gross. Donc, je passe maintenant la main à Raphaël Bars de santéexpat.fr qui va terminer sur la prise en charge de la maladie lorsque vous êtes à l'étranger. Et ensuite, on passera donc à la session de questions-réponses. Merci beaucoup Candice, merci beaucoup docteur, Wendy, Patrick également pour vos témoignages. Je vais vous parler en effet de l'importance et du rôle de Santéxpat ou d'acteurs comme nous dans la prise en charge du cancer de la prostate et de tout type de cancer, j'ai envie de dire. Dès lors qu'on s'expatrie, on sort du schéma de la sécurité sociale française, qui est un schéma très vertueux, notamment pour la prévention du cancer. Personne, lorsqu'on est expatrié, va nous prévenir à l'âge de 50 ans d'aller se faire dépister, par exemple, pour le cancer de la prostate. On rentre dans un schéma beaucoup plus individuel. Et c'est là qu'un acteur donc, comme Santéxpat est important, aussi bien dans la proposition de valeur et d'offres donc qui est proposée par les assureurs du marché de la santé international, mais également dans l'offre de services. C'est notamment pour cela qu'on s'est rapproché d'acteurs comme My Medical Suitcase pour justement avoir une approche de santé à la française pour des expatriés français qui sont parfois dans des pays très développés comme les États-Unis ou d'autres pays occidentaux, mais qui n'ont pas finalement cette approche vertueuse de prévention et qui est très française finalement. Donc l'idée de Santéxpat, c'est ça. Au départ, ça a été de créer un comparateur très digitalisé pour avoir un maximum d'offres très franco-françaises, aussi bien au premier euro. Donc les contrats au premier euro, c'est des assurances privées qui couvrent tous les soins sur lesquels on souhaite être couvert, aussi bien d'hospitalisation, de soins courants, optique dentaire, maternité, etc. Donc le cancer, les maladies redoutées sont toujours couvertes dans le cadre de l'hospitalisation et des soins courants. On travaille également beaucoup sur des offres en complément de la CFE, donc la CFE pour rappel qui est la Caisse des Français de l'étranger, qui est la continuité de la sécurité sociale française pour les expatriés français à travers le monde. La CFE qui est assez vertueuse pour le coup, avec une approche encore une fois là très française, la CFE n'a pas de questionnaire de santé à l'affiliation et prend en charge notamment les cancers, qu'ils soient nouveaux, j'ai envie
envie de dire, si tant est qu'on était déjà expatrié avant, ou alors les cancers en cours, avec le fait de reconnaître notamment le cancer comme affection longue durée, comme le fait la sécurité sociale. Donc, c'est un véritable accompagnement personnalisé qui est proposé par Santexpat. En effet, les assureurs privés ont tous des questionnaires de santé à l'adhésion, et le fait d'avoir un cancer au moment où on s'expatrie, ou avoir un cancer qui est en rémission, mais depuis peu de temps, et souvent un frein à l'affiliation à un contrat santé privé. Donc l'intérêt d'avoir un acteur comme Santexpat, c'est de vraiment se diriger vers des assureurs qui sont un petit peu plus enclins à l'acceptation de ce type de dossier. Après, si je suis parti, moi, en tant qu'expat, en pleine santé, et qu'un cancer m'est diagnostiqué après quelques mois ou quelques années d'expatriation, cette pathologie-là ne pose à ce moment-là pas de problème, puisqu'au niveau du questionnaire de santé à l'adhésion, je n'avais aucun diagnostic, et à ce moment-là, le cancer est plus facilement pris en charge que lorsque je m'expatrie en ayant déjà la pathologie. Et notre métier également a été de faire bouger le marché en créant des contrats exclusifs en fonction des pays d'expatriation, et notamment sur le UK, donc le Royaume-Uni, où on a créé une offre vraiment disruptive sur le marché, où on couvre les assurés français dès lors qu'ils sont de retour en France, s'ils sont affiliés à la CFE, encore une fois, pour avoir un vrai accompagnement de ce type de maladie redoutée, avec un accompagnement dans sa langue, et avec un axe très français. Je laisse peut-être Candice reprendre la main. Parfait. Merci beaucoup, Raphaël. Et merci d'ailleurs beaucoup à tous les quatre. Je vous propose de passer à présent à la session de questions-réponses. Vous avez déjà commencé à en poser sur notre chat, donc n'hésitez pas à continuer. On va prendre la première question. Alors, certaines ont déjà été abordées, enfin, c'est des points qui ont déjà été traités, mais on peut peut-être juste repasser rapidement si c'est le cas. Je vais commencer par la première. Donc, c'était la maladie est-elle héréditaire? Alors, je pense que je vais vous répondre. Dans la très grande majorité des cas, non. Elle n'est pas héréditaire. On a en gros trois grands axes. Sporadique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hérédité. Ça arrive sans qu'il y ait de lien avec l'environnement familial. On a les cas familiaux, c'est-à-dire on sait en faisant un arbre généalogique qu'il y a 2, 3, 4 personnes qui ont un cancer de prostate, et là, il peut y avoir un lien sans que l'on ait forcément établi un lien concret, c'est-à-dire une anomalie génétique. C'est-à-dire qu'on détermine une sensibilité familiale sans qu'on ait une preuve moléculaire. Et on a le cas rare, des 1 à 2% de cancer de prostate qui sont liés à une mutation génétique qu'on appelle BRCA, qui est d'ailleurs chez les dames pourvoyeurs de cancer du sein. Et chez les hommes, c'est des cancers de prostate qui arrivent souvent beaucoup plus jeunes que les autres et qui sont souvent plus agressifs. Donc, à part de rares cas de maladie BRCA, le cancer de prostate, et dans la très grande majorité des cas, n'est pas héréditaire. Ok. La deuxième question qu'on avait eue, c'était la maladie peut-elle être douloureuse? Alors, la réponse est oui. Elle est souvent douloureuse au stade où il y a des métastases, c'est-à-dire au stade où on n'est pas curable. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une maladie qui a tendance à aller dans les os quand il y a des métastases. Et donc, qu'est-ce qui fait? Quand il y en a une métastase au niveau des os, vous avez des cellules tumorales qui vont grignoter l'os, et donc ça fait mal. Donc là, on a des douleurs osseuses qui peuvent être importantes. Dans la situation où il n'y a pas de métastase, c'est-à-dire celle que j'ai présentée tout à l'heure, où on fait un traitement local, il est rare que ça fasse mal. Pour que ça fasse mal, il faudrait qu'il y ait une invasion nerveuse, donc périnéale, c'est-à-dire une très grosse lésion localement avancée. Ce sont des situations très, très rares. Ça arrive, mais c'est vraiment rarissime. Dans la très grande majorité des cas, ce n'est pas douloureux. Ok. La troisième question, donc ça concerne les traitements. Quel traitement est le plus choisi? Donc, vous aviez évoqué le fait que effectivement, ça dépendait du stade, également de l'âge. Peut-être que vous pouvez synthétiser à nouveau. Alors, quel est le traitement le plus choisi? C'est vrai, ça dépend vraiment. D'abord, il faut attendre que les praticiens vous disent vous avez le choix. Parce qu'il y a dans certaines situations où on ne va pas, dans la majorité des cas, on va vous donner le choix, mais je vais vous prendre deux exemples où on ne vous donne pas le choix.
Si vous avez une très grosse prostate, que vous avez du mal à uriner et que vous êtes jeune et que la maladie est localisée, il faut opérer. Il ne faut pas faire des rayons parce qu'au niveau fonctionnel, ça va être encore pire. Vous avez le cas de l'homme de 75 ans ou 80 ans qui a 4 stents coronariens, qui a un risque anesthésique important. Là, de toute façon, on va lui dire qu'il faut faire des rayons parce que la chirurgie va, vous risquez au niveau cardiaque et 2, vous allez être incontinent. Donc là, il n'y a pas le choix. Quand il y a le choix, il faut bien expliquer les modalités. Vous avez moi, je vous donne 2 exemples. J'ai un patient qui ne veut absolument pas entendre parler de sonde urinaire après l'opération, qui ne veut absolument pas entendre parler d'anesthésie et qui ne veut absolument pas entendre parler de risque d'incontinence. Bon, lui, il va aller vers les rayons. Vous allez avoir le patient qui dit, moi, 20 séances ou 40 séances de rayons, c'est tous les jours, m'immobiliser, aller au centre de radiothérapie, venir, revenir. C'est extrêmement long, ça dure 2 mois. Je suis sur une table, je ne sais pas ce qui se passe autour de moi, ça ne me donne pas confiance, ou bien je préfère l'enlever, j'ai l'impression que ça sera mieux. Bon, ben là, on va vers la prostatectomie. Donc, de façon quand même assez fréquente, le malade s'oriente vers là où le praticien pense que c'est le mieux, même si les 2 sont possibles. J'ai envie de vous dire, quand on est jeune, c'est plutôt la chirurgie, quand on est plus âgé, c'est plutôt la radiothérapie. Mais ça, c'est assez grossier et assez rapide. Mais sinon, on serait plutôt à moitié-moitié. Ok. Là, on a reçu une question sur l'aspect justement psychologique. Est-ce qu'un suivi psychologique est conseillé ou proposé aux patients? Alors, est-ce qu'il est automatique? La réponse est non, parce que ça dépend vraiment des patients. Ça dépend aussi du ressenti et de la morbidité que va entraîner les traitements. Est-ce qu'il est proposé? Dès qu'on sent qu'il y a la moindre difficulté, il est proposé. Selon la structure où vous travaillez, on appelle ça, alors c'est des oncopsychologues, c'est-à-dire ce sont des gens, des psychologues qui ne sont pas des psychiatres, hein, c'est des psychologues qui sont spécialisés en oncologie, qui connaissent donc on va dire la philosophie qui va avec le cancer, avec tout ce que ça représente et tout ce que ça veut dire, et qui en plus connaissent quand même les toxicités des traitements pour pouvoir en parler avec leurs patients. Donc, vous dire que c'est systématique, non. Vous dire que c'est proposé de façon fréquente, oui. Très bien. La question d'après, ça concerne la prévention. Donc, sur l'hygiène de vie, est-ce que une hygiène de vie spécifique peut limiter les risques de cancer de la prostate? Et dans ce cas, Alors là, c'est beaucoup peut être plus fait? difficile. Ouais, c'est beaucoup plus difficile de dire qu'une hygiène de vie parfaite. Alors, une hygiène de vie parfaite va diviser par 10 votre risque de cancer du poumon par rapport à un fumeur, par exemple. Votre hygiène de vie, si vous ne buvez pas d'alcool, le risque de faire un cancer du foie va être très faible en dehors du cas de l'hépatite. Donc, l'hygiène de vie a des très gros impacts sur de très nombreux cancers. Ça, c'est clair. Une alimentation équilibrée, riche en fibres. Pour le cancer de prostate, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile à mettre en évidence. Éviter les régimes riches en graisse. Voilà. Maintenant, la preuve scientifique que le régime va diminuer le risque et l'incidence du cancer de prostate, moi, je ne l'ai pas. Elle n'existe pas. Contrairement à de nombreux autres cancers, hein, attention, hein, colorectal pour l'alimentation, œsophage, ORL, poumon pour le tabac, alcool pour le foie, mais en tout cas pour la prostate, c'est beaucoup moins évident. Ok. On a également une question. On a abordé, vous avez listé les potentiels effets secondaires. On a une question sur la manière de les limiter. Alors, la manière de les limiter, d'abord, il faut savoir qu'il y a une sensibilité individuelle qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, le chirurgien va faire le même geste 2 fois. Il y a un patient qui va avoir rien du tout et l'autre qui va être incontinent, par exemple. La radiothérapie, c'est pareil. Ça sera la même dose pour 2 malades. Il y en a un qui va en faire des effets et l'autre non. Malgré tout, il y a quand même des techniques pour nous, praticiens, qui permettent de limiter ça. Pour le chirurgien, pour les risques sur l'érection, si le dossier le permet, il peut faire une préservation de la bandelette nerveuse qui permet l'érection. Ce n'est pas automatique. Il faut que le dossier le permette, il faut que le praticien en ait l'habitude. Pour le radiothérapeute, de limiter au maximum les doses rectales et vésicales pour essayer de limiter aussi ces effets secondaires. D'un point de vue patient lui-même, je n'ai pas vraiment d'éléments pour vous dire que lui peut limiter de par lui-même le risque d'effets secondaires, si ce n'est de rester actif, notamment pour l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, plus on fait le syndrome Chips-Canapé, plus on va avoir des effets secondaires liés à l'hormonothérapie. Ok.
Là, nous avons 2 autres questions qui sont davantage liées justement à l'expatriation et à ce que Raphaël a pu nous développer. La première, c'est: si je suis expatriée, puis-je rentrer en France me faire soigner pour être proche de ma famille? Alors oui, à 2 titres. Le premier au niveau de l'assurance et de la couverture. Très souvent, en fait, les couvertures sont mondiales et couvrent le pays de nationalité, donc en l'occurrence la France, ce qui permet d'avoir une continuité des droits, des droits et des soins, lors de mes retours en France parce que, voilà, pour une épreuve de ce type, j'ai envie d'être accompagné justement de ma famille. Et après, on peut aussi se faire donc accompagner de services, comme My Medical Suitcase propose pour avoir un vrai accompagnement, à la française de ce type de pathologie, ouais. OK. Bah, justement, la dernière question est aussi en lien. C'est vraiment concernant un second avis, médical. Donc, si je suis diagnostiquée à l'étranger, est-ce que je peux avoir un second avis avec un oncologue en France? Je laisse le docteur répondre ou, Oui, allez-y, allez-y. Dans les contrats d'assurance, il y a souvent un second avis médical qui est, proposé, mais sur des, pathologies beaucoup plus lourdes comme un cancer. En effet, My Medical Suitcase, propose par exemple des seconds, avis médicaux. On a beaucoup d'expats, en Afrique par exemple qui préfèrent en tout cas être suivis en France et avoir un second avis médical, que ce soit dans un premier temps par une téléconsultation ou, lors d'un retour en France avec un rendez-vous physique. Très bien. Bah, écoutez, c'est très clair. Nous n'avons plus de questions. Donc ce webinaire touche à sa fin. Ça fait, quasiment 1 heure, qu'on est ensemble. Merci, beaucoup, à tous d'avoir participé. Nous avons enregistré justement ce webinaire qui était retransmis également en live. Vous pourrez le retrouver bientôt en replay sur nos sites web et également sur les réseaux sociaux. Donc, surtout, n'hésitez pas à en parler à vos familles, à vos amis, à vos collègues, aux membres de votre famille, qui soient expatriés ou futurs expatriés, et à prendre contact avec nos experts pour plus d'informations. Donc, je vous souhaite à tous une belle soirée et à très bientôt. Merci, bonsoir. Merci à tous. Merci docteur. Merci. Bonne soirée.